tous en ce jour de deuil. Nous présentons plus que nos condoléances à toutes les familles, à tous ceux qui ont été meurtris par ces attentats. Je pense que c'est non seulement nécessaire, mais cela doit nous permettre une réflexion plus approfondie. Donc sachez que, au sens vrai du terme, nous partageons cette douleur. En grec, sympathein, la sympathie, le partage de la peine et du deuil. Maintenant, il faudra peut-être très vite s'interroger sur ces événements. On nous a annoncé que dans la foulée, la France avait lancé des frappes massives, en fait 9 frappes, c'est peu de choses, sur Raqqa, la capitale de l'État islamique, ayant détruit un centre d'entraînement, certainement un dépôt de munitions, mais quel dépôt de munitions, encore faudrait-il le savoir, et un centre de commandement. Alors la question se pose tout de suite, pourquoi la France a-t-elle attendu 1 an et demi pour lancer ses frappes? Presque un an et demi. La coalition arabo-occidentale dirigée par les États-Unis, qui regroupe une vingtaine de pays, donc en tête aussi le Canada, l'Australie, l'Allemagne, le Royaume-Uni et donc la France, qui a mis à disposition ses appareils, ses chasseurs bombardiers, est opérationnelle depuis le 8 août 2014. Je dis bien opérationnelle, elle avait été constituée plutôt dans l'année précédente. Alors pourquoi avons-nous attendu aussi longtemps pour opérer ces frappes décisives, puisque quand on parle de centre de commandement, c'est peut-être là, à Raqqa, capitale de l'État islamique, où se sont trouvés planifiés, où ont été planifiés les attentats qui ont ensanglanté Paris. Maintenant, il ne faudrait pas que l'arbre cachât la forêt. La France est en deuil, elle découvre la guerre terroriste, mais cette guerre terroriste nous environne et ensanglante tout le pourtour de la Méditerranée depuis longtemps. Passons sur l'attentat du musée du Bordeaux en Tunisie, mais rappelons qu'il y a quelques semaines, c'était un attentat qui a fait 52 morts, je crois, à Ankara, lors de la campagne des législatives anticipées qui ont reconduit au pouvoir l'AKP, la coalition du président Erdogan. On a à propos de l'attentat d'Ankara, et j'attire l'attention de nos spectateurs sur la responsabilité éventuelle de l'État profond turc, c'est-à-dire des structures militaro-sécuritaires, policières, autres, qui constituent une doublure de l'État apparent, de l'État officiel. Et cette dénonciation ou ce pointage du doigt des structures de l'État profond n'a pas été le fait de quelques journalistes dissidents, de complotistes chevronnés et patentés, mais de véritables spécialistes et de journalistes qui habituellement sont beaucoup plus politiquement corrects. Donc c'est un fait à noter. Alors, remettons aussi l'attentat de Paris en perspective avec d'autres attentats, mais très rapidement, qui ont touché le Yémen, je crois 120 morts, un certain vendredi noir du début de l'année, une vague d'attentats le même jour, le vendredi, le jour de la prière, qui avait touché des mosquées chiites. Également, un peu plus tard, je crois que c'était en mars, 90 morts au nord de Bagdad, dans une zone également chiite. Vous voyez, ce sont des attentats qui sont lourds. Immédiatement précédant les attentats de Paris, nous avons eu l'Attaquié le 10 novembre dernier, puis 2 jours plus tard, nous avons eu le quartier chiite de Beyrouth, 50 morts. Le Liban, qui n'avait pas eu ce type d'attentat depuis assez longtemps, était en état de choc. Et dans la foulée, nous avons eu Paris. Alors, il faut bien dire que tous ceux qui observent un peu les choses, au regard ne serait-ce que de cette série d'attentats qui a démarré, de super attentats qui a démarré en début d'année, dans toutes les zones de guerre, les zones de conflit et périphériques, s'attendait bien à ce que Paris soit touché à son tour. Paris ne pouvait pas être exclu du schéma de guerre terroriste qui est aujourd'hui à l'œuvre.
œuvre. Les États-Unis sont beaucoup plus loin, plus difficiles à mettre en œuvre. Quand le FBI, la CIA, la NSA le veulent, ils ont les moyens d'observation électronique, d'écoute, de maillage sécuritaire, des moyens que nous n'avons pas. Et puis l'Europe, nous le savons, est laxiste. Nous avons laissé entrer plus d'1 million de migrants, la main sur le cœur, avec beaucoup de pathos et de bons sentiments, mais nous savons, il y a des chiffres qui circulent, vérifiables, mais non vérifiables peut-être, mais en tout cas non vérifiés, mais qui estiment à 4000 le nombre des djihadistes qui seraient rentrés à l'occasion de ces vagues d'immigrants. Qu'a fait le gouvernement? A-t-il mis en France sous surveillance les 4, 5 000, voire 10 000 personnages, individus susceptibles de passer à l'acte? La sécurité en France est totalement laxiste, elle n'a rien fait. On a laissé à croire, mais là, Oresco référence, que l'État français attendait et a laissé faire. Je n'irai évidemment pas jusque-là, mais bien des points obscurs ont subsisté après les attentats du 7 janvier dernier contre Charlie Hebdo. On sait que des faits inexpliqués, comme par exemple la carte d'identité abandonnée des frères Kouachi, qu'on retrouve aujourd'hui d'ailleurs avec un passeport syrien tombé du ciel, un peu comme le passeport qui était tombé des débris de l'écroulement de la tour du World Trade Center, des tours jumelles, et qu'au milieu des flaques d'acier en fusion, on avait retrouvé tout à fait intact. Donc il y a des faits troublants, il y a des faits étranges. Ce n'est pas à moi de trancher, ce n'est pas à moi de conclure, mais chacun devrait quand même y réfléchir. Donc ces attentats, en toute logique, pouvaient être attendus. Ils étaient programmés à telle enseigne que les services médicaux se préparaient à cela. Il y a eu des exercices de répétition dans les services d'urgence et dans les services d'intervention pour grands blessés. Alors, je laisse à chacun tirer les enseignements de ce propos, mais la France, qui intervient au Proche-Orient, ne pouvait pas espérer, croire qu'elle pourrait éternellement rester étrangère à la guerre qui se livre, et que livre d'ailleurs l'État syrien contre ce qu'on appelle là-bas au Proche-Orient, au Levant, les terroristes, mais qui sont des djihadistes, des croyants dans le wahhabisme. Le wahhabisme, je le rappelle, qui est la religion officielle de l'Arabie et du Qatar, de l'Arabie saoudite. Donc, immensément de points de perplexité. L'État français n'a rien prévu, n'a rien fait. Nous laissons entrer des vagues migratoires immenses, sans contrôle spécifique, sans rétablissement de nos frontières, et alors que les frontières de Schengen a disparu, que les frontières de Schengen ont été enfoncées. Alors il y aurait beaucoup à dire. Qui a laissé passer ces vagues migratoires? Ben, évidemment, notre allié turc, Madame Merkel est allée caresser pour lui dire que nous allions reprendre, nous Européens, allions reprendre les négociations d'adhésion à l'Union européenne. Mais ces migrants venus soi-disant de Syrie, je signale qu'on achète un faux passeport syrien à Beyrouth, par exemple, pour 50 euros. 50 euros. La Turquie de M. Erdogan a laissé faire. Pire peut-être à laisser passer, quand je dis laisser passer, à faciliter le passage en payant des autobus, des autocars, ou en tout cas a ouvert ses frontières pour sortir. Essayez vous-même d'entrer et de sortir d'un pays, que ce soit l'espace Schengen ou que ce soit par exemple la Turquie. Vous verrez que la chose pour le Pékin moyen n'est pas si facile que cela. On a vu ces immigrés tous nantis de téléphone portable, avec quels abonnements, peut-être certains avaient-ils même des téléphones satellites, se coordonnant le mouvement, ayant pris des autocars, prenant des trains qu'ils payaient, des taxis parfois, s'achetant des victuailles assez onéreuses que des marchands ambulants leur proposaient aux colonnes de réfugiés. Ce ne sont pas les terribles colonnes de miséreux de 1915
que les Turcs ont chassé d'Anatolie orientale vers les déserts syriens que l'on retrouve ici. Non, nous avons des immigrés plutôt en bonne forme et on le voit parmi eux. Peut-être certains d'entre eux sont-ils à pied d'œuvre maintenant en France et en Europe pour y perpétrer des attentats. Mais nous reviendrons sur peut-être les sources, un jour prochain, sur les sources de financement de ces mêmes immigrés. Certains ont avancé le nom du Qatar, mais ou de la Fondation pour l'Open Society de M. Soros. Il y a des philanthropes qui aujourd'hui alimentent cette immigration qui, comme Madame Lagarde, trouve que c'est pain béni pour l'avenir d'une Europe vieillissante, mais vieillissante à cause de qui, à cause de quoi. Donc c'est pain béni que ces vagues d'immigrés, ces millions d'immigrés sont pain béni pour nous, alors que l'Europe, de toute évidence, se trouve dans le plus profond marasme économique, que le chômage sévit, s'accroît, que les chiffres du chômage d'ailleurs sont truqués dans ce pays. Ce qui me fait, je fais une incidente, d'ailleurs la situation est tellement grave, fait apparaître un tel laxisme en matière de politique industrielle, de réindustrialisation, en matière de politique sécuritaire, en matière de politique d'immigration, en matière de politique pénale, de détention des délinquants. On s'aperçoit que l'un des tueurs était multirécidiviste. Il n'était pas en prison, mais il était multirécidiviste. Enfin, il dirait tant et tant pas dire. Oui, si tant est que nous avions une véritable opposition en France, et je pense ici à Madame Le Pen, qui prétend incarner cette opposition, je pense qu'elle camperait devant le palais de l'Élysée et demanderait la démission immédiate, l'Élysée et Matignon, immédiate du gouvernement de M. Valls et du président de la République lui-même, tant les failles, les lacunes, les défaillances, les insuffisances de ce gouvernement sont aujourd'hui patentes. Combien de temps allons-nous supporter les conséquences de politiques qui d'ailleurs ne remontent pas seulement à M. Hollande, mais à M. Sarkozy? Ce qui me permet de dire ici que nous recueillons aujourd'hui la monnaie de notre pièce. Nous avons semé la tempête, nous avons semé le vent de la guerre civile, le vent de la révolte, aussi bien en Libye qu'en Syrie, et la Libye est transformée en chaos djihadiste, takfiriste, al-qaïdiste, tout ce que l'on veut, et nous avons fait de même en Syrie. Encore il y a peu de temps, M. Fabius, qui aurait dû être éjecté de son poste depuis très longtemps, nous disait qu'Al-Nosra, c'est-à-dire la version al-qaïdiste de syrienne, avait fait du bon boulot. Je ne peux pas être poursuivi par les tribunaux pour le dire, puisque ça a été publié et imprimé partout et qu'il n'y a jamais eu de démenti du Quai d'Orsay. Que fait cet individu à la tête de notre diplomatie? Là, je crois que la question se pose de façon extrêmement aiguë. La France a soutenu ce qu'on appelle les terroristes modérés, donc aussi bien Al-Nosra que l'armée syrienne libre, et j'ai eu l'occasion de vérifier que l'armée syrienne libre, donc ce que la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne soutiennent activement. Nous avons formé des cadres, nous avons fourni des armes, nous avons envoyé des instructeurs. Ces gens sont tout aussi cruels, voire plus cruels encore, que les gens de Daesh, c'est-à-dire de l'État islamique. Les gens de l'État islamique égorgent avec bonne loi, en série, individuellement, mais les autres massacrent des familles tout entières, commettent des monstruosités, mais ce sont des bons tueurs face aux mauvais tueurs. Alors expliquez-moi. Donc la France aujourd'hui est aussi malvenue de crier au haro sur les terroristes, alors qu'elle-même a soutenu ces mêmes terroristes. On continue à vouloir faire tomber Bachar el-Assad à son régime, qui était certainement un régime, pas l'homme lui-même, mais son régime était certainement corrompu. Régime de parti unique, sclérosé, ayant vieilli, ayant le monopole du pouvoir. C'était vrai il y a 4 ans et demi, quand les révoltes entretenues, soutenues, suscitées par l'Occident se sont déclenchées. Mais aujourd'hui, il y a eu une recomposition politique. Le fameux parti basse, patriotique, arabe et social, est toujours là. Il sert d'axe. Mais ce n'est plus qu'un axe autour duquel gravite une sorte d'unité
politique, sociologique, confessionnel. Il ne faut pas oublier que la Syrie est un pays de multiples religions. Il y a des chrétiens, il y a des druzes, il y a des chiites, donc il y a des alaouites qui se rattachent à la branche chiite, il y a des sunnites majoritaires, ceux qui se sont le plus opposés, mais beaucoup depuis se sont ralliés. Donc il y a une unité nationale, soudée d'ailleurs par le sang de ce qu'ils appellent les martyrs, c'est-à-dire les jeunes gens de toute confession, de tous horizons, de toute classe sociale, qui ont versé leur sang pour défendre peut-être pas les valeurs de la France et de l'Occident, mais en tout cas défendre des valeurs fondamentales qui sont celles des libertés individuelles, du droit de chacun à exercer sa confession. Nous avons là-bas une sorte de laïcité réelle et authentique, qui n'est pas une laïcité à géométrie variable comme chez nous, où une communauté est favorisée par opposition ou par rapport à une autre, et pour le plus grand désagrément de tous, une fausse laïcité qui est aussi à l'occasion un athéisme militant, voire un athéisme fanatique de la part de nos autorités publiques. 10 Rafales et Mirage partis des Émirats Arabes Unis et de Jordanie pour frapper effectivement la capitale de l'État islamique, Raqqa. C'est là où sont les dirigeants de Raqqa, c'est là où sont les centres d'entraînement, c'est là où étaient prisonniers les otages français. Revenons-en au bombardement massif d'hier et de la nuit dernière de la part des Français. Nous avons mis en jeu toute notre force de feu. Mais pourquoi ne l'avons-nous pas fait plus tôt? Pourquoi n'avons-nous pas détruit les dépôts de munitions, les centres d'entraînement et surtout de commandement, ce que nous voulons faire? Pourquoi avons-nous attendu plus d'1 an? Est-ce que le gouvernement, est-ce que l'État est susceptible de nous l'expliquer? C'est révéler notre impuissance ou notre volonté de n'exercer jusqu'à présent, non seulement de la part de la France, mais également de la part des États-Unis, que des frappes cosmétiques. Donc notre lutte contre Daesh, l'État islamique, était une lutte, utilisons ce mot populaire, voire vulgaire, une lutte bidon. Alors maintenant, peut-être allons-nous nous y mettre, mais il est grand temps. La première chose peut-être à faire serait d'unir toutes les forces, et il y a un certain nombre de parlementaires français dont les voix commencent à s'élever, qui demandent à ce qu'on cesse la guerre larvée contre le régime syrien et qu'on unisse nos forces. C'est ce qu'ont fait les Russes. Les Russes bombardent, mais en fait assurent un appui aérien à des forces au sol qui sont des forces combinées. L'armée arabe syrienne, les Pasdaran, c'est-à-dire les gardiens de la révolution iranien, avec lesquels nous sommes l'Occident, M. Obama a normalisé ses relations. Même on a vu nombre d'industriels français se rendre en cortège à Téhéran pour essayer de retrouver les marchés que la politique aberrante et toxique qui a été la nôtre leur a fait perdre. Mais également le Hezbollah, membre du gouvernement, partie prenante du gouvernement, présent à la Chambre des députés libanais, qu'on présente ici toujours comme des terroristes. Enfin, en tout cas, terroristes peut-être, mais c'est eux qui, comme nous, ont été victimes du terrorisme 2 jours après le fameux attentat de l'Attaqué, dans leur quartier chic, au cœur du quartier chic, dans un quartier populaire. Ce sont là aussi des civils, comme en France, de malheureuses gens innocentes qui ont été touchés, blessés, meurtris, tués. Donc le Hezbollah, il faudrait peut-être là aussi essayer d'être un peu lucide, de regarder les choses telles qu'elles sont, de ne pas épouser toujours la terminologie israélienne, ça ne serait pas forcément plus mal, et ça ne serait pas forcément faire tort à Israël que d'appeler les choses par leur nom et les mouvements par leur nom. Le Hezbollah est un mouvement politique de résistance, certes, qui résiste dans le sud Liban aux avancées, aux menées d'Israël. Ce n'est pas notre problème, c'est un problème local, du Levant, mais ça devient notre problème dès lors que nous empêchons d'avoir des relations normales avec des gens qui sont des interlocuteurs normaux et qui luttent aujourd'hui pour eux-mêmes, pour le Liban, pour la Syrie, mais également pour nous, pour nos libertés qui sont en première ligne dans la lutte contre le terrorisme.
Alors pour nous résumer, eh bien, nous récoltons ce que nous avons semé. Nous avons soutenu les terroristes dits modérés, mais qui sont de vrais terroristes tout court, des islamistes. Alors l'armée syrienne libre, c'est peut-être la faction réformiste des frères musulmans, mais enfin les frères musulmans, à l'occasion, s'identifient parfaitement aux wahhabites de l'État islamique, ou aux al-qaïdistes, mais al-qaïdisme n'est qu'une variante rivale de l'État islamique, de Daesh. Nous les avons, je dis bien, armés, soutenus, entretenus, que ce soit en Jordanie ou dans des camps de l'OTAN. Enfin, de l'OTAN, je me comprends, d'un pays appartenant à l'OTAN, à savoir la Turquie. Les convois de ravitaillement passaient par la Turquie. Le pétrole de Daesh qui permet de se financer passe par la Turquie. Certaines quantités arrivant jusqu'à destination en Europe. Tout le monde a fermé les yeux, à la fois sur ces exportations de pétrole, mais également sur le rôle délétère de la Turquie. On a saisi à la frontière des armes et autres ingrédients de la guerre à outrance et de la guerre terroriste. Les gendarmes qui avaient saisi à la frontière turque, s'entend, syro-turque, qui avaient saisi ces matériels ont été traînés devant les tribunaux turcs pour trahison. Il y avait eu des imbroglios montrant qu'il y a une partie de l'État turc, je parlais tout à l'heure, j'évoquais l'État profond, une partie de l'État turc qui joue un jeu innommable, inqualifiable, mais connu de la France, connu de l'Angleterre, connu de l'Allemagne, connu a fortiori des États-Unis, mais que nous tolérons, que nous laissons faire. Donc comment peut-on continuer à espérer prévenir la menace terroriste en menant ce terrifiant double jeu? D'un côté, on soutient les terroristes, de l'autre côté, on veut les condamner et les empêcher de venir ici. Mais nous sommes rattrapés non pas par nos erreurs, mais par nos crimes. Parce que c'est déjà un crime contre la pensée que de mener cette politique. On a vu ce que ça a donné en Libye. Monsieur Sarkozy avait sa guerre. Chaque chef d'État aujourd'hui veut sa guerre. Monsieur BHL exultait, triomphait, jubilait. Il avait épargné à la Libye un bain de sang, mais le bain de sang a été double, triple, quadruple. Et la Libye, qui constituait un rempart à l'immigration sub-africaine, ce rempart ayant été détruit, nous sommes aujourd'hui envahis, nous avons vu ce que cela donne à Lampedusa. Il ne faut pas regarder les éléments par le gros bout de la lorgnette, c'est-à-dire en tout petit. Il faut voir les événements dans l'extension. Aujourd'hui, ça a été les affaires du Tchad, du Niger, du Mali. L'armée française est intervenue au Mali, elle est intervenue en Centrafrique, mais on voit ce que cela donne avec Boko Haram dans le golfe de Guinée, au Nigeria. Boko Haram a rallié Al-Qaïda. Il n'a pas rallié Al-Qaïda, il a rallié l'État islamique. Donc aujourd'hui, l'État islamique subit peut-être des coups au centre de la Syrie, mais en attendant, il a rayonné. Nos frappes dites chirurgicales vont peut-être curer le cancer, au moins le noyau dur du cancer, mais les métastases se diffusent absolument partout. Cela est le résultat de notre politique. Les Français devraient en prendre conscience et réagir. Alors, je ne sais pas, je ne préconise rien, je ne dis pas voter pour tel ou un tel. Je pense que seul un vaste mouvement de rébellion, je mets rébellion entre guillemets populaire, en tout cas de révolte intellectuelle et morale, révolte intellectuelle et morale, devrait permettre, non pas à nos gouvernants de prendre conscience, parce que je pense qu'ils sont enfoncés beaucoup trop profondément dans leurs erreurs et dans leurs crimes, pour pouvoir aujourd'hui changer. Je pense qu'il faut un renouvellement complet de la classe politique. S'il n'y a pas cette prise de conscience, non pas du gouvernement, mais des Français eux-mêmes, ces attentats vont se poursuivre. Bien sûr, il y a eu un séisme, mais derrière le séisme, il y a toujours ce qu'on appelle des répliques. Le terrorisme, non pas, c'est pas un épisode exceptionnel, c'est maintenant, le terrorisme est à pied d'œuvre, c'est une guerre terroriste, et maintenant le glas a commencé à sonner. Nous allons aller vers des temps vraiment difficiles, d'autant
que beaucoup aujourd'hui confondent les terroristes, les djihadistes, les takfiristes, les wahhabites avec l'islam orthodoxe. Il existe aussi, qu'on le veuille ou non, un islam paisible ou apaisé. Il a toujours existé un islam apaisé, l'islam des gens ordinaires, l'islam populaire, ou l'islam des docteurs, ceux qui sont au-dessus de la mêlée, intellectuellement au-dessus de la mêlée. Or, aujourd'hui, des forces que je qualifierais d'obscures essayent de pousser la France et les Français à des oppositions intercommunautaires, interconfessionnelles. Non pas que la France bascule du jour au lendemain dans une guerre civile, les conditions ne sont évidemment pas réunies, mais on a déjà vu en Allemagne, je crois, en France même, en Bretagne, des musulmans se faire molester. Les musulmans qui sont là n'y sont pas pour grand-chose. La France a ouvert ses portes, a encouragé l'immigration. Il faut s'en prendre à ceux qui ont été coupables et responsables de cette politique qui à terme il était prévu qu'à terme cette politique créerait d'immenses inconvénients. Eh bien, surtout ne tombons pas dans le piège de la haine interconfessionnelle, parce que sinon, eh bien, nous servirions les pires ennemis de la République, de la démocratie, en tout cas de nos libertés. Merci à vous tous et toutes.